Le groupe communication à Sciences Po Alumni. On est ravis tous de vous accueillir pour cette session un peu spéciale aujourd'hui. Déjà avant, en guise d'introduction, remercier l'ensemble de nos intervenants que j'aurai l'occasion de présenter tout de suite après, et puis également les membres du bureau du groupe, Éric Delafoy, Paola Grondin et Alexandre Garcia qui nous ont aidés à concevoir cette séquence. Alors, le groupe communication de Sciences Po Sciences Po Alumni a toujours l'habitude en fait de saisir un peu des sujets d'actualité pour organiser ces conférences. Et on voit qu'il y a un sujet récurrent depuis plusieurs mois qui pointe un peu la publicité comme rendant impossible la transition écologique ou étant un obstacle à la transition écologique, ou au contraire, un moyen de favoriser cette transition. Et c'est un peu tout l'objet de la discussion aujourd'hui. On voit en fait qu'au moment de la convention climat qui a réuni 150 citoyens, il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par les citoyens pour limiter la publicité ou l'orienter différemment. Et puis, on avait également une proposition, un projet de loi de deux députés, dont Mathieu L'Orphelin, pour essayer de faire une loi E20 liée à la publicité. Donc, le sujet est relativement important aujourd'hui. Et puis, il est important aussi puisque le gouvernement a souhaité transcrire dans la loi une partie des propositions de la Convention citoyenne. Et c'est la fameuse loi climat et résilience qui est en discussion à l'Assemblée nationale aujourd'hui, avec plusieurs volets, dont un volet qui est important aujourd'hui, qui est le premier volet, le chapitre consommer. Et l'objet en fait de la discussion aujourd'hui avec nos intervenants, c'est vraiment de voir quels sont les enjeux de cette loi au regard de la publicité. Est-ce que la publicité peut être un obstacle à la transition écologique? Et on va essayer dans notre discussion de vraiment se restreindre aux articles ayant trait à la communication, à la publicité du projet de loi climat résilience. Alors, autour de nous aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Aurore Berger. Aurore Berger, vous êtes députée des Yvelines, vous êtes présidente déléguée du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale et vous êtes rapporteur du projet de loi sur le volet consommé. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci d'être avec nous aujourd'hui parce que là, vous êtes vraiment en plein marathon parlementaire. Donc, merci beaucoup. On accueille également Thierry Libard. Vous êtes professeur des universités. Vous avez enseigné dans de nombreuses universités, dont à Sciences Po, je crois aussi. Et vous êtes un spécialiste des questions du lien entre la communication et la RSE. Vous avez également travaillé sur un rapport que vous avez remis au ministre de l'écologie et de l'environnement entre le lien entre publicité et transition écologique. Et vous êtes également membre du Conseil européen, du Conseil social économique européen. Oui, économique social européen. Économique social européen, excusez-moi. Et puis, vous êtes un intervenant régulier sur ces types de sujets. Et enfin, on accueille Gauthier Piquet. Gauthier, vous êtes le président de Publicis Média et vous êtes également le président de l'UDECAM, qui réunit des agences conseils en publicité et en communication. Bonjour. Voilà, merci à tous. Ce que je vous propose à l'ensemble des intervenants, c'est, si vous le souhaitez, pouvoir poser des questions via le chat. Soit je les intégrerai au cours de mes interventions, soit on va se réserver 20 minutes à la fin pour que vous puissiez poser vos questions, toujours via le chat. Moi, ma première question, elle va vraiment s'adresser à vous, Thierry. On voit en fait que la question et le rapport entre l'environnement, la transition environnementale, la transition écologique et la publicité, il n'est pas nouveau. En fait, ça fait quelques années que ce sujet est porté dans le débat public, notamment via l'interdiction de la publicité dans la ville de Grenoble, puisque Éric Piolle a interdit la publicité lors de son premier mandat. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'historique de cette relation un peu particulière entre la publicité et la transition écologique? Oui, ça fait même un peu plus que quelques années, ça fait largement plus d'un siècle. Là, je viens de terminer un livre sur la naissance de l'écologie en France. Et j'ai vu une personne qui s'appelle Henri Casalis, qui était le premier président de la Société pour la protection des paysages en 1902, qui disait qu'il fallait enlever les panneaux publicitaires parce que ça défigurait les paysages. Nous sommes en 1902.
Et dans l'entre-deux-guerres, beaucoup d'intellectuels, je pense à Paul Valéry, critiquaient la publicité parce que ça, pareil, ça défigurait les paysages, ça nous abrutissait, etc. Donc tout ça pour dire que la critique de la publicité, c'est quelque chose de fort, fort ancien. Peut-être le moment le plus important de la critique publicitaire, c'est peut-être la deuxième phase, c'est au moment du Grenelle de l'environnement. Donc on est là en 2007 et ça se cristallise autour de la notion de greenwashing. C'est-à-dire il faut que les entreprises arrêtent de nous raconter n'importe quoi sur le thème de l'environnement. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené la rupture entre le système de régulation précédent, qui datait de 1936, avec l'Office central des annonces, puis le Bureau de vérification de la publicité, pour une nouvelle instance plus ouverte, qui est d'ailleurs toujours en débat actuellement. Mais le plus important, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire, c'est la critique qui est un peu nouvelle, qui date de 2016-2017, qui est justement sur le lien que vous avez introduit sur est-ce que, en fait, la question centrale, est-ce que la publicité est compatible avec la transition écologique? Et là, les trois axes, c'est non, parce que la publicité, ça incite, c'est son outil, c'est son utilité même, ça incite à la vente, alors que la transition écologique met l'accent sur la nécessaire sobriété. Deuxième élément, c'est que la publicité nous insère dans un imaginaire du bonheur par la consommation. Et c'est vrai que les mots qu'on retrouve le plus fréquemment, c'est le plaisir, c'est le bonheur, etc. Donc, consommez, vous serez heureux. Et le troisième et dernier élément, c'est un peu le déséquilibre des forces, c'est-à-dire que là où le ministère de l'Environnement, les ONG environnementales mettent l'accent sur la nécessaire sensibilisation pour un changement de comportement, les messages de publicitaires qui incitent à la vente, ça rentre directement en conflit parce que des messages de publicité, selon les calculs, on en reçoit entre 400 et 3000, alors que des messages de sensibilisation, on en reçoit peut-être individuellement 3 ou 4 par jour. Donc tout ça, ça a un peu cristallisé le débat qui est en train de continuer actuellement. D'accord. Et donc, en fait, on voit que la question centrale, c'est la question de croissance, voire décroissance. C'est un des grands sujets aussi qui a été porté par la Convention climat. Pour revenir en fait à la mise en place des différentes propositions ou recommandations de la Convention climat, Aurore Berger, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu ce qui a présidé à la mise en place de cette loi climat résilience et aussi quelles sont les principales mesures que vous avez proposées, adoptées? Parce que je crois que ce volet-là du projet de loi a été voté. Il sera au Sénat la semaine prochaine ou dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'on va donner les grands principes, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Vous le savez, le projet de loi climat résilience, il a eu d'abord un cheminement démocratique un peu particulier, en tout cas inédit au travers de la Convention citoyenne pour le climat. Et le mandat qui avait été confié aux membres de la CCC, c'était comment garantir le respect des accords de Paris et donc une trajectoire carbone de réduction de 40% de nos émissions en gaz à effet de serre d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. C'était vraiment ça les deux piliers: garantir le respect de la trajectoire, mais l'enjeu de la justice sociale, c'est-à-dire à la fois la question de l'emploi et la question de l'attractivité de notre pays et de son industrie et de son agriculture en particulier. Et donc après, on a décliné en reprenant le découpage qui a été celui porté par la CCC au travers de grands angles thématiques, donc consommer, se déplacer, se nourrir, se loger, avec des mesures clés sur la question de la lutte contre l'artificialisation des sols, considérant que tous les 10 ans en moyenne, vous avez un département français qui disparaît sous le béton, par exemple. Donc, c'est l'interdiction désormais d'avoir l'implantation de grands sites et centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés, sauf dérogation extrêmement particulière. C'est évidemment la question du logement, avec une espèce de double peine sur un certain nombre des Français les plus précaires, qui sont à la fois une double peine économique et écologique. C'est-à-dire, ils sont dans des logements où ils suffoquent l'été, ils grelottent l'hiver, et en plus, ils ont des factures qui sont invraisemblables. Donc, c'est l'interdiction de mise sur le marché locatif des logements qui sont les plus dégradés, E et F en particulier. Donc voilà, ça c'est les typologies de mesures qui ont été déployées. La question de la qualité de l'air, avec un certain nombre de villes, 45 des plus grandes villes françaises, qui devront respecter des normes plus poussées, avec l'interdiction de circulation de certains des véhicules les plus polluants, de manière, encore une fois, à lutter contre un phénomène qui tue en moyenne 40 000 personnes chaque année du fait de la pollution de l'air.
Et donc, moi, sur le titre sur lequel je suis rapporteur, donc c'est sur le titre consommé qui contient 12 articles qui, en effet, traite dans une très large part des enjeux publicitaires, parce qu'il y a eu une vraie focale qui a été mise sur la pub par la Convention citoyenne pour le climat, de la question de l'affichage environnemental, c'est-à-dire un peu à l'instar de ce qui a été fait pour les enjeux nutritionnels avec le Nutri-Score, comment éclairer les choix des consommateurs au travers d'un affichage environnemental qui garantisse à la fois la question de la consommation des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité et l'impact carbone, donc ce qui permettra aussi de favoriser les produits français et en circuit court par rapport à des produits importés et qui concerne la totalité des catégories de biens et services. Donc, ça va des produits alimentaires, agroalimentaires, mais aussi après électroménagers, mais aussi les services. Donc, typiquement, les services bancaires ou assurantiels seront aussi concernés par le dispositif. La publicité, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure. Et puis, des sujets de consommation plus courantes qui vont du vrac à la question de la consigne du verre. Voilà, pour essayer de vous brosser ça de manière rapide. Et les principales mesures concernant la publicité, vous pourriez nous les citer? Oui, bien sûr. Donc, au-delà de la question de l'affichage environnemental qui va être créé et qui devra donc être intégré, c'est-à-dire on a créé une logique d'expérimentation de manière à définir une méthodologie qui soit applicable et qui soit aussi différenciée en fonction des différentes catégories de biens et services pour des raisons assez évidentes. C'est que si je schématise, on ne peut pas traiter le poulet de Brest de la même manière qu'on traite une machine à laver. Et donc, ça suppose qu'on mette au point ces méthodologies qui ne sont pas du tout simples à appréhender parce que la question de la consommation des ressources naturelles, des consommations d'eau, par exemple, ou la question de l'impact sur la biodiversité, forcément, ça va prendre un peu de temps, même si on sait qu'on a des filières qui sont plus prêtes que d'autres à le déployer. Donc, on a mis une priorité, par exemple, sur le textile, parce que le textile français est prêt et le demande, parce que ça va être aussi un avantage compétitif, en fait, pour un certain nombre de nos entreprises que de pouvoir l'avoir. Et on a voté en séance publique l'idée que cet affichage environnemental soit demain aussi rendu obligatoire dans la publicité, par souci de cohérence, évidemment. Les articles 2 et 3, c'est sur la question du code de l'éducation qui vient être renforcé sur justement les questions environnementales, de manière à en avoir une approche transversale sur l'ensemble du parcours scolaire et même universitaire, puisqu'on l'a ajouté sur la partie des études supérieures. L'article 4, qui est probablement celui qui, avec le 5, fait le plus parler. L'article 4, il vient imposer une interdiction. C'est là qu'on a pu parler de parallèle avec la loi E20, puisque c'est l'interdiction désormais, un an après la promulgation de la loi, de la publicité pour la promotion et la commercialisation des énergies fossiles. On pourra y revenir pour les éléments de précision. L'article 5 qui vient renforcer le rôle du CSA et demain de l'ARCOM dans le projet de loi audiovisuel sur la manière avec laquelle les codes de bonne conduite et les engagements volontaires pourront être mesurés, contrôlés, audités. Et c'est là qu'on a vraiment, à mon avis, le cœur de ce qui a été notre approche en matière de publicité, dans l'équilibre qu'il y a entre l'article 4 et 5. Article 4, on pose une interdiction là où on considère qu'il y a un impact évident sur justement notre trajectoire carbone, les énergies fossiles. Article 5, on assume de faire confiance aux acteurs pour, encore une fois, avoir des approches qui soient plus vertueuses en matière environnementale, parce qu'on considère que la publicité ayant un rôle de toute façon prescripteur. A priori, les annonceurs ont peu d'intérêt à continuer à vanter les mérites des voitures thermiques jusqu'en 2028, à partir du moment où elles seront interdites de toute façon à la vente en 2030. Donc, mais on a assumé vraiment le sujet des engagements volontaires. Article 6, on confie le pouvoir de contrôle de la publicité au maire, même s'il n'y a pas de règlement local de publicité. Donc, c'est vraiment un transfert, une délégation de compétences, soit au niveau de la commune, soit au niveau de l'EPCI. Article 7, là encore, on vient renforcer les pouvoirs du maire, c'est sur la question des vitrines des commerçants. On est venu limiter le champ d'application de cet article parce qu'au départ, c'était la publicité qui était touchée. Nous, on a considéré que ça n'avait pas de sens parce que la question pour nous, elle n'est pas de lutter contre la pub, elle est de lutter sur ce qui a un impact en matière environnementale, ce qui est un vrai sujet philosophique, qui nous a beaucoup occupé dans le projet de loi. Et c'est là qu'on voit des divergences assez fortes, en vérité, parfois avec la CCC ou ici au sein de l'Assemblée. Donc, c'est plutôt la question des écrans qu'on est venu appréhender. Article 8,
on est venu mettre un terme, ce qui à mon avis était une pratique quand même très très marginale, qui était, vous savez, les banderoles tractées par avion, parce que là, encore une fois, il y avait un impact environnemental. Article 9, c'est la question du papier et des imprimés publicitaires. On a le stop pub, on va passer à des expérimentations sur le oui pub, de manière à lutter en vérité contre le gaspillage, mais dans une logique d'expérimentation qui ne pourra pas excéder 10% de la population française, parce que ça a des impacts aussi très forts sur l'emploi, parce que c'est souvent des petits jobs, des personnes retraitées ou des personnes en situation de handicap qui font ensuite le déploiement en fait, des imprimés publicitaires. Article 10, je ne m'en souviens plus. Article 11, pardon, c'était sur la question du... si, article 10, pardon, sur les échantillons et sur le fait qu'on passait d'une logique où on pouvait vous proposer un échantillon à une logique où le consommateur pouvait le demander. Moi, j'ai fait supprimer du champ d'application de cet article la presse, notamment la presse magazine, considérant qu'il y avait un consentement par principe quand vous achetiez un magazine et donc il pouvait y avoir un échantillon qui soit donné avec. Article 11, c'est la question du vrac et l'obligation à partir de 2030 d'avoir du vrac en magasin. Et l'article 12, pour finir, c'est la question de la consigne du verre pour réemploi. Voilà. Okay, merci. Merci encore. Gauthier, alors, on voit que l'UDECAM est un acteur important sur ces sujets. Quelle est votre position sur ce projet de loi? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faudrait amender? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent aujourd'hui dans le contexte de l'exercice de la publicité aujourd'hui? Notre position, donc effectivement, l'UDECAM gère, on va dire, via ses acteurs, l'ensemble des flux autour de la publicité par ses agences. Le sujet, je pense qu'il faut l'honorer, il faut rendre à un moment à Aurore et tout le travail des parlementaires et du gouvernement. C'est un projet ambitieux, c'est un projet stratégique et je pense et je l'espère, c'est un projet qui va réconcilier à un moment des générations. Thierry le disait tout à l'heure, on a souvent critiqué la publicité, on a souvent dit c'est pas bien, c'est mal et autres. Là, il faut à un moment que la publicité évolue, arrête de dire non aussi à tout, arrête de, par ses lobbying et par ses anciennes, on va dire, baronnies, vouloir se protéger. La publicité, elle doit faire sa transition écologique, c'est une nécessité. Avant tout, on est citoyen. Moi, je suis citoyen, je veux un monde meilleur pour les générations futures. Donc, il faut à un moment entendre la critique. Je pense que la publicité, pendant très longtemps, ce monde de la publicité, il a été dans son entre-soi. Il a été trop fermé, il n'a pas voulu bouger et il faut se critiquer. Et donc, après, la critique peut être dans la démarche de progrès. Moi, je crois que cette loi, elle va dans une démarche de progrès. Donc, clairement, je pense que aussi la méthode a été la bonne. Partir à un moment d'une discussion citoyenne, faire attention à des logiques de perception, parce que le citoyen n'a pas toujours non plus les clés de l'industrie, de cette justice sociale, de l'impact de l'environnement, mais le citoyen, il a clairement ce qu'il vit, lui, et Thierry le disait tout à l'heure, il y a un déséquilibre des messages, donc il faut le prendre en compte. Il y a un travail après avec ceux qui écrivent les lois, donc à un moment, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, comment protéger l'économie, comment protéger l'emploi, et puis il y a le travail aujourd'hui des professionnels que nous sommes. Je crois que la loi va dans le bon sens parce que c'est une loi de dialogue, de co-construction sur lesquelles nous ne sommes pas toujours d'accord. J'ai la chance depuis 1 an de m'entretenir avec beaucoup de parlementaires, avec Thierry, avec Aurore et beaucoup de ministres. Mais je pense que dans cette loi, ce qu'il faut honorer, c'est justement l'article 5. C'est la logique à un moment de vouloir écrire des codes de bonne conduite, des engagements volontaires qui nous permettent à tous de s'inscrire dans des marches de progrès. Alors oui, il y a quelques articles encore qui sont peut-être un petit peu stigmatisants. C'est vrai que l'avion et la banderole, Aurore le sait, bon, ça représente 0,001% du paysage publicitaire. Je trouve qu'on stigmatise un petit peu trop quelque chose qui est une idée de perception, mais bon, voilà, c'est aussi une logique de réponse aux citoyens et à la demande citoyenne. Après, il y a des démarches, il ne faut pas voir uniquement ce qui stigmatise. Les démarches d'expérimentation sur un oui pub à 10%, il faut faire attention. Je dis parce qu'il y a une fracture sociale possible et autre, mais justement, dans cette loi, il y a eu à un moment la capacité de dialogue et de pouvoir à un moment trouver le bon équilibre. Donc, je pense que la loi, il faut la voir comme une démarche de progrès. Pour la publicité, il faut que l'on entende à un moment cette démarche de progrès qu'on doit faire. Il faut qu'on s'ouvre, il faut qu'on change, il faut qu'on évolue. Aujourd'hui, la génération qui dirige à un moment toute cette industrie et cette filière communication n'est pas la génération d'hier, donc elle doit avancer.
Il faut juste faire attention à un moment à ce que les équilibres soient gardés, parce qu'il y a des équilibres de protection, il y reviendra sûrement tout à l'heure, démocratique, de financement des médias. Il y a des équilibres à un moment d'emploi, il y a des équilibres de relance économique par rapport à la crise sanitaire que l'on traverse. Mais c'est vrai, et soyons honnêtes, il y a aussi un enjeu de climat qui est juste essentiel. C'est dans quel monde veut-on s'inscrire? Donc, je suis plutôt positif, évidemment, et en soutien, tant que ça reste dans la co-construction, dans la démarche de progrès qui trouve les équilibres. Et surtout, et je sais que Thierry me rejoindra, parce que là-dessus, c'est ma génération qui parle, je pense qu'il faut arrêter cet entre-soi. Il faut arrêter l'idée de s'opposer. Il n'y a pas le monde de Star Wars, la force noire et la force blanche. Il y a un moment, l'idée de vouloir un moment tous travailler ensemble. Donc, le monde publicitaire ne doit pas s'opposer à un autre monde. Le monde publicitaire doit participer à la transition écologique et juste être un levier formidable de la transition écologique en poussant des nouveaux usages, en faisant changer des comportements. Et effectivement, comme Thierry disait tout à l'heure, peut-être à retrouver une bonne balance entre ce que véhicule, parce que oui, la publicité est un moteur de consommation, et peut-être doit-elle retrouver aussi sa force de moteur de changement d'usage et de comportement. Thierry, vous voulez réagir là-dessus par rapport à cette nécessaire co-construction dans la définition des règles et des normes? Parce que je crois que vous avez beaucoup travaillé sur le sujet et rencontré beaucoup d'acteurs. Oui, et en fait, c'est un sujet assez bizarrement qui reste très, très conflictuel. Moi, j'avais travaillé avant sur comment lutter efficacement contre l'obsolescence programmée. On avait réussi à mettre d'accord les grandes entreprises, les PME, les organisations syndicales, les associations de consommateurs, les ONG environnementales, sur un sujet qui n'était pas facile. Sur le sujet de la publicité, ça reste encore très compliqué. Ça reste très compliqué. Il y a toujours pas eu actuellement en France une vraie table ronde sur le sujet entre l'ensemble des acteurs. Nous, on appelle à de vrais états généraux où l'ensemble des acteurs et pas seulement la filière communication sera en place. Mais c'est compliqué. L'ADEME avait fait une tentative de mettre autour de la table un maximum d'acteurs et les publicitaires annonceurs s'étaient retirés dès la deuxième session. Quand le ministère de la Transition écologique a fait sa première table ronde, ça a été boycotté par les ONG environnementales. C'est un domaine qui reste en forte incompréhension. Mais c'est évidemment pas facile du côté des publicitaires à pouvoir dialoguer, notamment avec une des principales associations qui s'appelle Résistance à l'agression publicitaire. C'est-à-dire comme on vous voit comme un agresseur, c'est évidemment pas facile de se mettre à dialoguer. Et pour rebondir sur ce que vient de dire Gauthier, le sujet, c'est que moi, j'ai vraiment la perception que quelque chose est en train de se mettre en place et qu'il y a une réelle prise de conscience chez les publicitaires. Mais ça reste encore, à mon sens, pas partagé par l'ensemble. Clairement, dans les grandes agences, Publicis, Havas, BETC, etc., oui, c'est compris. Il y a des agences un peu de niche qui ont fait de la RSE leur domaine de marché, mais il y a aussi une grande partie de l'écosystème publicitaire qui dit, dans tous les cas, le consommateur est suffisamment intelligent pour décrypter nos messages, la publicité n'est que le reflet de son époque, ça va évoluer, donc il y a encore un peu de travail à mettre en place. Sur cette notion, aujourd'hui, la publicité, en fait, elle est certes dans les médias, mais elle est beaucoup sur Internet. Une question, Aurore, comment votre projet de loi prévoit en fait de gérer cette situation et le fait qu'une grosse partie aujourd'hui de la publicité, elle est aussi gérée par les GAFA? Oui, je ne sais pas comment vous voulez qu'on réponde aux nombreuses questions que je vois, que j'essaie de lister là, qui sont sur le chat. Sur ce sujet, quand on pose une interdiction, par exemple, c'est le champ de l'article 4, interdiction sur la promotion et la commercialisation des énergies fossiles, c'est bien l'ensemble des supports qui est impacté par le champ de cette interdiction. Demain, Publicis, puisque Gauthier est présent, de fait, il ne pourra pas faire une campagne de promotion, de commercialisation pour le gaz ou que sais-je, qui ne soit plus dans les médias traditionnels, télé, web, télé, radio, print, mais qui serait mise sur Facebook ou sur le web. Donc, de toute façon, ça s'applique bien à l'ensemble du champ des médias. Et donc, l'interdiction, elle sera faite et aux annonceurs qui ne pourront plus faire de l'achat d'espace média et aux publicitaires qui ne pourront plus de toute façon le commercialiser. Donc ça, c'est très clair que le champ d'interdiction, c'est vraiment l'ensemble
des supports médias qui sera concerné. De la même manière, sur la question de l'affichage environnemental, et ça répond à une des questions, je crois que c'est Estelle qui la posait, sur s'il y aura des messages environnementaux qui pourront être apposés en matière de publicité. Donc, c'est vraiment l'enjeu de l'affichage environnemental. Il y a d'autres types de messages qui avaient été soumis par la Convention citoyenne. Il y avait notamment un message qui était d'ajouter sur toutes les publicités « En avez-vous vraiment besoin ?» qu'on n'a pas retenu, parce que là encore, pour nous, c'était philosophiquement pas là-dessus qu'on voulait aller. C'est-à-dire, mon enjeu, il n'est pas de réguler la consommation, en fait. Il n'est pas là pour réguler les désirs des individus. Il n'est pas là pour restreindre, en fait, aussi la liberté créative qui est celle des annonceurs, des publicitaires ou des médias. Il est là pour arriver à encadrer ce qui a un impact en matière environnementale. Un impact direct, c'est les énergies fossiles, et ensuite un impact qui doit pouvoir être évalué au travers de l'affichage environnemental pour les autres types de publicités. Mais c'est vraiment un choix qu'on a fait de se dire que non, on n'allait pas élargir le champ sans cesse des interdictions en matière publicitaire. Et après, oui, on a un vrai sujet quand même pour réussir à appréhender correctement les GAFA. On a beaucoup travaillé notamment sur la question dite des influenceurs, considérant qu'à un moment, l'impact d'une publicité dans un prime versus un partenariat qui ne dit pas toujours son nom sur Instagram, qu'est-ce qui a le plus d'impact aujourd'hui auprès d'un jeune de 15 ans? De fait, on peut considérer que l'impact s'est quand même profondément déporté et qu'on a peu d'outils en vérité de contrôle. On a normalement des engagements qui ont été pris, c'est-à-dire l'obligation de devoir montrer que c'est bien un partenariat qui a été financé pour ne pas duper le consommateur ou tout simplement celui qui regarde sans comprendre en vérité qu'il a affaire à de la publicité. Donc, il y a une forme de risque un peu de tromperie, de duperie du consommateur. Mais c'est-à-dire que ça ne va pas suffisamment loin. Et c'est vrai que là-dessus, on a une vraie difficulté à réussir à les appréhender dans le champ en fait, de la loi aujourd'hui. Donc nous, on a essayé de le renforcer à l'article 5, mais aussi dans une logique de code de bonne conduite. Honnêtement, si on avait pu aller plus loin, on l'aurait fait. Mais on n'avait pas forcément les moyens légaux de réussir à aller plus loin. On s'est adossé sur la directive service de médias audiovisuels et c'est la raison pour laquelle on est allé dans cette logique-là. Après, on reste persuadé aussi qu'il y a, et on le voit bien quand on l'a vu aussi sur la question de la lutte contre la haine en ligne, qu'on a aussi clairement, et heureusement d'ailleurs, des opérateurs qui aujourd'hui sont beaucoup plus coopératifs qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Alors, c'est beaucoup plus significatif du côté de Facebook que du côté de Twitter, par exemple. Voilà, ça dépend aussi des typologies de médias. Mais donc voilà, en tout cas, oui, les champs d'interdiction, c'est bien tous médias confondus, il n'y a pas de distinction dans les médias. L'affichage environnemental qui sera rendu obligatoire en matière de publicité, là encore, c'est bien sur l'ensemble des champs médias. Et donc ça, je crois que c'est important aussi, qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence, qu'on ne vienne pas renforcer en fait des asymétries réglementaires en disant on va finalement mieux appréhender et contrôler les médias traditionnels parce que c'est plus simple. Mais donc du coup, on va donner un nouvel avantage compétitif aux GAFA. C'était évidemment pas l'objectif d'avoir un déport, mais on aimerait en effet pouvoir aller plus loin dans certains cas, notamment sur la question des influenceurs. Aujourd'hui, voilà, la réglementation et la régulation est encore insuffisante. Une question, Thierry, et puis après, on va voir également comment on peut intégrer les questions du chat. Vous avez un regard européen. En quoi la France fait une différence sur ces sujets, ou est-ce qu'au niveau européen, il y a un certain rapprochement qui se fait sur la législation, sur la publicité et le lien avec l'environnement? Oui, il n'y a pas de législation européenne sur la publicité. Il n'y a pas un texte global sur le sujet. Il y a des textes un peu parcellaires. Pour ce qui est des plus récents, il y a une directive européenne de 2018 sur la publicité audiovisuelle commerciale. Il y a un règlement de 2019 sur l'indication des émissions carbone de manière harmonisée, gaz à effet de serre, pour ce qui est de la publicité automobile. Mais ça reste un peu l'exception. Ce qu'on peut dire, c'est que sur le système de régulation, parce que je vois qu'il y a plusieurs questions, on pourrait y revenir dans le chat sur le sujet, la France a un des meilleurs systèmes de régulation.
Il y a peut-être, alors maintenant ils sont partis, mais la Grande-Bretagne qui avait un système assez exigeant, l'Allemagne aussi, mais la France est clairement dans les pays où la régulation dans le domaine de la transition écologique est les plus évoluées. Par contre, un problème français, c'est que le système est relativement peu connu et que quand on regarde les plaintes sur les publicités environnementales, c'est une personne en France qui fait 40% des plaintes. Donc, il y a les ONG environnementales portent relativement peu plaintes parce qu'ils trouvent que ça ne sert pas à grand-chose. Mais dans tous les cas, dans la pratique et dans l'exigence de la recommandation de développement durable, ça fonctionne plutôt bien. Alors, sur le sujet, pour répondre plus précisément à la question, il n'y a pas de texte actuellement, mais il y a une réelle dynamique. Vous savez peut-être que la Commission européenne a publié son paquet économie circulaire en mars 2020, dans lequel, pour réussir à mettre en place une vraie économie circulaire, il y a un questionnement sur le rôle du marketing, de la publicité, des allégations environnementales. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on intègre le grand sujet de la communication aux nouvelles modalités économiques de la transition. Ça, c'est nouveau. Le Parlement européen, de plus en plus, travaille sur le sujet. Et en novembre 2020, il y a eu une résolution sur le sujet de la consommation qui intègre également les exigences de publicité et marketing. Et au Comité économique et social européen où je travaille, là aussi, on a publié un avis important l'an dernier. Et il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. En fait, le point central qu'on essaye de faire avec la délégation française au Comité économique et social européen, c'est de dire ce qui est en train de se mettre en place en France ne peut pas être une exception. Et si on veut que la publicité fonctionne correctement dans l'espace européen, il faut des règles qui soient harmonisées dans l'ensemble des 27 pays de l'Union. C'est ce qu'on va essayer de faire. Et puis peut-être on va essayer de profiter de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre 2022 pour essayer d'avancer davantage. Gauthier, là, on voit qu'il y a beaucoup de questions qui interpellent aussi Publicis et les agences médias. Il y a tout un travail en réflexion sur définir des bonnes pratiques dans la publicité, donc comment elles vont se mettre en œuvre, comment aussi chez Publicis, quand vous avez affaire à des annonceurs, vous les conseillez, vous les influencez pour changer un peu l'orientation de votre message, parce que vous subissez aussi un peu les demandes et les cahiers des charges de vos clients, et comment est-ce qu'il y a une instance qui va être mise en place chez Publicis pour être le vigie et garant des bonnes pratiques? Alors, j'ai déjà recommencé par rapport à mettre tout ça en perspective par rapport au projet de loi. Dans le projet de loi, dans l'article 5, il y a un appel à une mission qui s'appelle la mission aujourd'hui Bousquet-Leroy, du nom de la présidente de Publicis en France, qui est Agathe Bousquet, et du président de l'ADEME, qui est Arnaud Leroy, qui travaille actuellement. Et on va finir, j'y participe à cette mission, on va finir le rapport, j'espère, pour ce week-end, qui participe à un moment collecter l'ensemble des engagements volontaires de toutes les filières, industrielles, médias, régie, filières communication, publicitaire, etc., pour en faire un moment une ligne, une trajectoire, de prendre des engagements de bonne conduite et de définir aujourd'hui un code de bonne conduite et un code d'engagement qui soit mesurable, contrôlable, atteignable. Donc, par rapport à la question de Madame Dumège, qui est comment Publicis va générer et valider ces nouvelles pubs, je pense en fait que ce que l'on a voulu lorsque l'on a écrit cette mission, c'est de ne plus penser en acteur indépendant. Publicis, ça fait 12 ans qu'il y a des engagements sur le RSE qui sont très lourds, pas toujours connus. Havas, pareil, ça fait 12 ans. Mais je pense qu'en fait, qu'il ne faut plus le voir comme des actions de groupe, mais comme la nécessité à un moment que toute une filière et que toute une industrie bougent de la même façon. Et ça, c'est vraiment pour moi ce qui est le plus important, c'est-à-dire à un moment avoir des mêmes indicateurs communs et d'avoir à un moment une même mesure. Donc l'objectif aujourd'hui qui a été travaillé, il y a eu un très gros travail fait avec la RPP, donc aujourd'hui qui est l'instance qui contrôle la publicité. La RPP, il faut savoir, va présenter le 9 juin à son conseil d'administration un changement de statut avec une ouverture de collège à des associations, à des citoyens, pour pouvoir à un moment contrôler et avoir un avis sur la publicité. Mais surtout, la RPP va aller plus loin. Il y a 5 changements structurels dans sa gouvernance, mais aussi des changements et des enjeux sur comment participer à une transition écologique, c'est-à-dire comment renforcer son rôle de jugement sur la publicité,
comment être un juge de paix sur la publicité, comment travailler aussi avec le CSA, etc. Donc, tout l'enjeu aujourd'hui, et c'est quelque chose sur lequel j'essaye d'accompagner au mieux le travail parlementaire ou le travail à un moment avec les 3 ministères qui nous ont confié cette mission, c'est clairement de mettre en place une gouvernance qui arrête d'être en fait une gouvernance individuelle de ce que pourrait faire Publicis, ce que pourrait faire Havas ou WPP ou Omnicom. Je pense qu'il ne faut plus réagir et réfléchir comme ce que je peux faire en tant que groupe ou individu, mais ce que doit être fait au niveau d'une industrie. Et l'industrie doit à un moment s'organiser. Il faut ouvrir nos gouvernances aux citoyens, à un moment à des associations. L'ADEME doit avoir sa place, parce que l'ADEME est reconnue. Des ONG doivent avoir leur place. Le citoyen doit avoir sa place. Et de toute façon, à un moment, il faut arrêter de casser cet entre-soi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui a été écrite, c'est un très bon document qu'on va bientôt partager, c'est d'avoir un système de mesures et de KPIs très clair. C'est-à-dire, lorsque l'on fixe des objectifs, de pouvoir dire si on y arrive ou si on n'y arrive pas. Ce travail, et Aurore l'a inscrit dans les articles, doit être présenté au Parlement une fois par an. Et donc, à un moment, de se dire, est-ce que les engagements pris par les filières, qu'elles soient communication, publicitaire, industrielle et les GAFA aussi, puisqu'on travaille beaucoup, j'étais encore hier avec Amazon, est-ce qu'ils ont respecté leurs engagements ou est-ce qu'ils ne respectent pas les engagements? Tout l'enjeu de tout ça, et c'est le plus important, c'est cette justice à un moment social, c'est ce que les parlementaires appellent souvent d'éviter l'asymétrie entre les médias. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse très attention à ce que l'on va demander à un média, quel qu'il soit, la presse, l'affichage qui a énormément bougé, la télévision, etc., soit la même chose sur les autres médias qui de temps en temps ne sont pas français. Et c'est là où, Thierry, on va avoir beaucoup besoin de ce qui va se passer au niveau européen. C'est que lorsque je discute avec Google, avec Facebook, j'avais son président il y a quelques jours, Amazon hier, c'est évidemment, on me fait toujours appel à la loi internationale et aux engagements qu'ils ont pris mondial. Nous, l'enjeu, c'est quelle est la transition écologique en France. Et donc d'être certain que tout le monde, à un moment, avance de la même façon et tout le monde s'oblige de la même façon. Donc je pense qu'il y a un vrai mouvement de fond concret de mieux contrôler, mieux mesurer. On a fait écrire à chaque acteur ses engagements. Donc s'ils sont écrits, ils vont être donc diffusés, c'est-à-dire la filière communication, donc qui regroupe à un moment toutes les agences de publicité, a écrit 7 engagements très clairs de trajectoire, d'obligation sur l'éco-conception, sur l'éco-diffusion et sur l'éco-production, avec un travail derrière de dire comment est-ce qu'on va mesurer, quels sont les organismes extérieurs qui vont nous accompagner sur cette mesure. Par exemple, une norme PEFS avec Bruxelles sur le calcul de la trace carbone pour l'ensemble de la communication média. Donc ça, c'est ce qu'a proposé l'UDECAM. Donc on est allé très loin. Il faut à un moment que l'on bouge. On a cette chance de pouvoir le faire en autorégulation et clairement en engagement volontaire. Maintenant, il faut l'écrire et surtout être responsable et donc chaque année devant le Parlement et donc devant les citoyens, rendre compte de ces engagements. Mais je pense que ça va évoluer. Je pense que la dynamique est bonne. Maintenant, il faut qu'elle se mette en place et il faut qu'on travaille très vite les années calendaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend fin 2021, comment construit-on vite 2022, etc. etc. J'ai vu une petite question sur la logique de changement. Il y a une chose qu'on oublie, et je ferai très court là-dessus, mais la logique de changement, elle est aussi tout simplement dans les générations. J'y crois beaucoup. C'est-à-dire que n'oublions pas à un moment que nos métiers sont faits par des hommes et des femmes qui ont des convictions. L'écologie, ce n'est pas juste un parti politique, ce n'est pas un moment juste quelque chose des ONG, c'est comme un moment, je n'ai pas besoin d'être une femme pour aujourd'hui, tous les jours, travailler pour une parité parfaite dans mon entreprise. Je pense qu'à un moment, il faut avoir juste le sens de ses responsabilités. On a la chance d'avoir des nouvelles générations qui sont bien plus responsables que nous tous. Et je me mets malheureusement dans le clan des moins jeunes générations. Et je pense que cette nouvelle génération va tout simplement nous aider aussi à pousser les lignes. Il faut croire à la responsabilité des jeunes générations. Et c'est eux qui vont nous pousser à aller bien plus, on va dire, à agir bien plus fortement dans les démarches de progrès et passer de temps en temps à des mots qu'on a attendus pendant 10-12 ans, à plus des actes aujourd'hui qui sont concrets et sur la table. Ok. Thierry, vous vouliez réagir là-dessus Non, pas sur ce point-là. Je suis assez en phase avec ce que vient de dire Gauthier, donc profitons-en. Peut-être moi pour réagir, pardon. Oui.
Exemple. Non, mais peut-être pour compléter parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent en effet autour de la régulation, quel pilotage de l'État, la question de la RPP, etc. Pour reprendre l'un des propos, je ne sais plus qui disait sur le chat, de manière très claire, oui, la RPP a rempli son rôle. Et il n'est pas du tout question ici de remettre en question le rôle qui a été le sien. Et la loi vient même conforter en vérité son rôle. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire un autre choix, qui est de dire l'État va reprendre ce pilotage-là. Non, on a considéré que l'autorégulation du secteur, elle avait fait ses preuves dans un certain nombre de domaines et que la question, c'était plutôt de savoir comment on arrivait à le renforcer. Donc, il y a à la fois les engagements que la RPP a pris dans la lignée d'ailleurs du rapport que Thierry avait rendu, notamment sur la question de la plus grande transparence et ouverture de sa gouvernance, ce que disait Gauthier, c'est-à-dire l'ouvrir notamment vers le monde associatif. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. Nous, on a raccroché aussi le travail de la RPP dans les outils un peu de contrôle qui sont déployés par le Parlement, de manière à ce qu'ils viennent rendre compte aussi devant le Parlement chaque année, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire on recevait les documentations de la RPP, mais on n'avait pas d'audition formelle de la RPP, on n'avait pas de moyens finalement de pouvoir à un moment plus mesurer la manière avec laquelle les engagements volontaires pouvaient être pris et surtout pouvaient être déployés. Et puis surtout, l'article 5, on vient vraiment renforcer et conforter le rôle du CSA. Et donc, on est dans une logique qui est vraiment une logique, non pas de réglementation, mais bien de régulation et de co-régulation du secteur avec une autorité de contrôle avec laquelle il travaille au quotidien et qui n'est pas du tout, enfin, on voit bien le changement aussi de modèle du CSA ces dernières années, c'est aussi beaucoup dû d'ailleurs à son président Roch-Olivier Maistre, on n'est pas dans une logique qui est uniquement une logique de gardien, de gendarme, mais vraiment une logique de co-régulation et d'accompagnement du secteur vers sa transformation, et ça je crois que c'est vraiment une bonne chose, et encore une fois, là on a demandé au CSA d'être le garant du déploiement des engagements volontaires en lien avec l'ADEME en termes d'expertise plus technique sur les enjeux environnementaux, qui ne sont pas l'expertise cœur de métier évidemment du CSA, donc il pourra s'appuyer notamment sur l'ADEME sur ce type d'expertise plus sectorielle, on va dire, et l'obligation de venir rendre compte devant la Commission des affaires culturelles et la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'on soit conjointement alliés sur ces questions-là, donc à la fois la question de l'impact sur les médias, sur le financement des médias, sur leur transformation, donc vraiment la partie du secteur audiovisuel, et la question évidemment de l'impact environnemental. Et je crois que c'est aussi un bon signal qu'on fasse ça. Dire aussi qu'à partir du moment où c'est un rapport qui est remis au Parlement, il est public. Ça veut donc dire que toutes les organisations professionnelles, les ONG, les associations, les citoyens pourront s'en saisir, les journalistes évidemment. Donc ça, je crois aussi que c'était important. C'est-à-dire on n'est pas dans l'entre-soi. Ce que disait Gauthier, on n'est pas juste en train de se donner des bons ou des mauvais points entre nous. On est vraiment là pour dire aujourd'hui, grâce à cette loi demain, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être interdits, certes, mais surtout qui vont être beaucoup mieux encadrés, mesurés et contrôlés. Il y avait une question plus spécifique sur la PPL Chaise, la proposition de loi qui est en cours, qui a été examinée et adoptée au Sénat, et savoir quelle serait sa suite à l'Assemblée nationale. On a intégré, nous, dans l'examen en séance publique, un des articles de la PPL, de la proposition de loi Chaise, qui est la question de la création d'un baromètre environnemental du secteur numérique, en confiant le pouvoir à l'ARCEP. Donc là, on est vraiment sur la partie telco, parce qu'en vérité, voilà, on est à la fin. Il reste un an avant la prochaine élection présidentielle, donc un agenda parlementaire qui est extraordinairement contraint. Et donc, si on n'arrive pas en vérité à avoir un temps parlementaire qui nous permette de l'inscrire à l'Assemblée nationale, on trouvait que c'était pertinent de pouvoir tout de suite réinjecter certaines dispositions de la proposition de loi Chaise dans le projet de loi climat résilient. Donc déjà, cette nouvelle prérogative confiée à l'ARCEP sur la capacité à collecter les données, à les rendre publiques, à créer ce baromètre environnemental sur le secteur des télécommunications, ça, on l'a voté, et on l'a voté à l'unanimité d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Je me permets juste de rebondir sur ce qu'a dit Aurore par rapport à une question qui revient plus loin, c'est quid de la régulation de la pub sur Internet. Soyons honnêtes, tout n'est aujourd'hui pas cadré. On a à un moment aussi un problème, et Aurore le sait, un problème tout simplement de territoire législatif. Aujourd'hui, le CSA a un contrôle des plateformes françaises, donc sur le digital. Avec le travail qu'il y a au niveau de la filière, il y a tout un travail sur le SRI, mais nous sommes limités aujourd'hui autour des plateformes internationales et donc, citons-les, des GAFA. Donc, on travaille beaucoup avec eux pour à un moment savoir jusqu'où peut-on travailler,
qui souscrit déjà à la RPP et donc au principe éthique et responsabilité de la RPP, qui n'y souscrit pas, parce qu'à un moment, tout le monde n'a pas, tout le monde ne souscrit pas dans ces plateformes à la RPP, ce qui est aussi un problème. Et donc de voir comment on peut réguler cette publicité sur Internet. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, tout n'est pas cadré de la même façon. Il faut qu'on travaille à un moment à protéger l'ensemble de l'écosystème et de faire que les lois et les démarches de progrès soient les mêmes pour tous. Donc, c'est la volonté de démarche de progrès. Et je ne dis pas que rien n'a été fait avant, je dis juste qu'il faut qu'on aille plus loin. Mais oui, il y a aujourd'hui un risque, et ce risque, il faut qu'on continue à travailler. Il y a un risque à un moment que eh bien, les règles des uns ne s'appliquent pas aux autres. Et donc, c'est ça sur lesquels il faut absolument qu'on œuvre. Que la régulation sur la publicité sur Internet soit la même pour chacun. Juste avant qu'on réponde à la question de Bertrand Séné, Thierry, vous vouliez dire un mot sur la régulation? Oui, parce que c'est un sujet que je connais un peu. J'étais pendant plusieurs années vice-président du conseil paritaire de la pub, et à ce titre-là, j'étais le rédacteur de l'avis qui a amené la recommandation de développement durable dont on parle beaucoup. Et je suis actuellement membre du conseil de l'éthique publicitaire, qui est une des 3 instances. Donc, ce que je voudrais dire sur le système de régulation, après avoir dit que c'était quand même un des plus ambitieux en Europe, c'est que globalement, on s'aperçoit qu'il a très bien fonctionné depuis le Grenelle de l'environnement, mais qu'il y a un certain nombre de points d'amélioration. Donc, il y a des engagements qui ont été pris, notamment sur le sujet de l'ouverture de la gouvernance, donc la création d'un collège consommateur, environnement, etc., qui est plutôt une bonne chose. Il y a une accélération du délai de traitement des plaintes, parce que c'est totalement aberrant qu'entre le moment où vous portez une plainte et le moment de l'avis du jury de déontologie de la publicité, il y a en moyenne 3 mois et parfois beaucoup plus, ce qui fait que la publicité, elle est retirée et que l'avis final ne sert pas à grand-chose. Il y a un point qui reste important, c'est en fait l'absence de réel principe de name and shame. C'est-à-dire que si vous voulez savoir si une publicité a été retoquée par le jury de déontologie de la pub, vous devez aller sur le site de la RPP, aller sur la rubrique du jury de déontologie de la publicité, aller sur la rubrique avis ce qui fait que voilà, c'est un principe qui ne fonctionne pas. Donc, ce qu'on demandait aussi, c'est que les avis puissent être publiés, notamment dans les revues de publicité, pour que les pairs puissent savoir reconnaître un peu les décisions qui ont été mauvaises. Donc ça fait partie des points importants. Et puis pour la suite, alors c'est pas à la loi d'entrer dans le détail, parce que là c'est au niveau de l'RPP, qui est une association loi de 1901, mais il y a un certain nombre de sujets qu'il faudra considérer. Par exemple, Aurore Berger avait posé un amendement qui a été retenu sur le greenwashing et une définition comme pratique commerciale déloyale. Donc, moi, je suis tout à fait favorable à ce principe-là. Après, il faut voir donc qui sera en charge du traitement de la plainte, et puis surtout voir s'il n'y a pas de traitement différencié selon les interlocuteurs. Parce que si on considère que le greenwashing, c'est une pratique commerciale déloyale, quid de la communication environnementale des collectivités locales, quid de la communication institutionnelle? Enfin, il faudra voir un peu le périmètre. Donc, il y a encore un certain nombre de sujets. Juste un tout dernier point, parce qu'il est important. Quand je disais que la RPP fonctionnait bien, c'est-à-dire que depuis le Grenelle de l'environnement, les manquements et réserves à la recommandation de développement durable, ça a toujours été de l'ordre de 5% de l'ensemble des publicités environnementales. L'année dernière, il y a eu un doublement. On est passé de 5% de manquements et réserves à 10%. Et puis un gouffre, et là je fais référence à ce que vient de dire Gauthier à l'instant sur le rôle des GAFA, c'est qu'il y a un trou noir gigantesque sur l'espace numérique, et qu'une publicité sur 2, une vidéo publicitaire sur 2 sur YouTube n'est pas conforme à la recommandation développement durable, et au niveau européen, le chiffre il est de 42%. Donc on voit qu'il y a un vrai travail de prise en compte. La publicité n'est plus ce qu'on voit souvent, les médias traditionnels, affiches, télé, radio, etc. Elle est maintenant, comme on l'a dit, 50%, c'est sur l'espace numérique. Donc on doit s'attaquer maintenant à ce sujet-là. Juste, Aurore, on voit qu'on a une question de Bertrand sur le fait que le gouvernement n'a pas voulu aller suffisamment loin dans la réglementation, notamment sur les SUV et l'industrie polluante, pour préserver des emplois, et qu'il y aura un phénomène d'entre-soi aussi entre le monde des médias et le Parlement dans la construction de cette loi. Je vous laisse réagir. Oui, je regardais les questions et j'ai vu en effet la première question qui était
assez engagée, on va dire. Je la cite quand vous dites, monsieur, je vous cite, hein, il faut absolument accepter de détruire de nombreux emplois polluants, notamment dans la publicité. Ben, en fait, c'est là où moi, je ne suis pas d'accord. En fait. Je vous donne un exemple de ce qu'on a fait. Quand on a la question du passage du stop pub à un dispositif oui pub, ça peut paraître comme étant du bon sens. Il y a des imprimés publicitaires et c'est vrai qu'il faut lutter contre le gaspillage. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut tous se rejoindre et de dire qu'on est parfois trop engorgé en matière de publicité, etc. Sauf que vous avez des filières qui sont aussi des filières de recyclage qui sont mises en place, sauf que c'est aussi une question de financement de nos collectivités territoriales qui dépendent aussi de la manière avec laquelle elles ont mis en place ces filières. Et puis que vous avez en audition non pas le lobby et l'infâme lobby publicitaire, mais vous avez en audition les partenaires sociaux, et notamment la CFDT ou Force ouvrière, qui vous interpellent et qui vous disent en fait, cette proposition-là, cet article-là, c'est 40 000 emplois précaires qui sont directement menacés. Ce n'est pas des emplois dans l'industrie publicitaire, c'est tout simplement les emplois qui sont chez des imprimeurs, qui sont ensuite chez des personnes qui vont mettre la publicité dans les boîtes aux lettres, tout simplement. Et donc, c'est des personnes âgées qui essayent d'avoir une meilleure retraite. C'est des petits jobs étudiants et c'est des personnes qui travaillent dans des ESAT, donc des personnes en situation de handicap. Donc, quand on fait la loi, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Déjà, en audition, quand on est rapporteur, on essaye de mettre le maximum de côté, en fait, nos propres expériences, nos propres convictions au moment des auditions, de manière à être en capacité d'écoute et d'humilité, en tout cas le plus possible, pour entendre ce qui nous est dit. Et moi, typiquement, cette disposition au départ, je ne voyais pas de difficulté particulière à la déployer. Je trouvais que c'était même une idée, encore une fois, de bon sens. À partir du moment où ce sont les partenaires sociaux qui vous interpellent et qui vous disent qu'il y a un impact direct sur de l'emploi et de l'emploi précaire en pleine crise économique, vous ne pouvez pas ne le prendre en considération. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on doit accepter de faire la loi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a le plus d'impact en matière environnementale et qui justifie et nécessite qu'on puisse, encore une fois, avoir une loi qui est contraignante. Et je pense qu'on est le pays au monde qui régule le plus la publicité. Enfin, je crois qu'il n'y a aucun autre pays au monde qui a ce niveau de normes et d'exigences en matière publicitaire, ce qui sont aussi des contraintes très puissantes qu'on a imposées aux publicitaires, aux annonceurs. Et dans cette loi, on ne va pas moins loin, on va clairement plus loin. Et on peut toujours considérer que c'est insuffisant, mais moi, donnez-moi un autre exemple d'un pays qui dit aujourd'hui, eh bien, nous allons supprimer la publicité sur la promotion et la commercialisation des énergies fossiles. Donc oui, on envoie un message qui est très clair, qui est de dire que oui, si la publicité n'est pas en capacité de changer, si l'autorégulation n'est pas efficace, si les outils de contrôle et de mesure qu'on est en train de déployer ne portent pas leurs fruits, alors la loi, elle sera toujours là comme étant un garde-fou et elle pourra élargir le champ des interdictions. Mais on a considéré que ce n'était pas dans cette loi, alors qu'on était justement en train de déployer les nouveaux outils de contrôle, qu'il fallait dès maintenant interdire, encore une fois, la publicité. Et après, c'est aussi un sujet de cohérence, c'est-à-dire à partir du moment où un certain nombre de produits continuent à pouvoir être commercialisés, je considère qu'on ne peut pas dès maintenant amputer en fait le marché publicitaire, qui sont à la fois des emplois, qui sont aussi la question du financement des médias, la question du financement de l'industrie audiovisuelle. Et donc, c'est une chaîne de responsabilité. Donc oui, moi, je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrive à agir. Je sais que l'équilibre est précaire. Je sais que quand on parle des questions environnementales, vous aurez d'un côté ceux qui peuvent considérer qu'on n'ira jamais assez loin, mais qui n'appréhendent pas non plus tous les impacts ensuite de la loi qu'on vote. Et encore une fois, qu'on vote dans un contexte aussi. Il faut aussi assumer le contexte dans lequel aujourd'hui on vote la loi, voilà, d'une part. Et puis ceux qui considèrent qu'en vérité, c'est pas utile d'avancer sur ces sujets-là. Ben, moi, je crois qu'on a trouvé un équilibre. On interdit là où c'est nécessaire, on pose des garde-fous, on pose des outils de contrôle. Et oui, à un moment, on assume aussi une identité dans notre pays qui est un peu libérale, et ce n'est pas un gros mot, et qui est de pouvoir faire confiance aux acteurs dans, encore une fois, un secteur qui est l'un des plus contrôlés, régulés, réglementés de notre pays et au monde. Le sujet qui est un peu sous-jacent, c'est celui du financement des médias, qui est en grosse partie lié aux recettes publicitaires, où aujourd'hui on a un accès à une information de qualité et contrôlée pour un coût relativement modique, si on compare à d'autres pays dans le monde.
est-ce qu'à terme, il faudra réenvisager la manière dont on le finance et dans la manière dont il est financé, puisqu'on voit que, la publicité est de plus en plus contrôlée, va être limitée, et au fil des années, on peut très bien anticiper que des produits qui ne seraient plus autorisés, il y aura forcément moins de publicité sur ces produits-là. Et deuxièmement, on voit aussi que un certain nombre d'annonceurs ont réduit fortement leurs investissements médias sur l'année 2020 et le début de l'année 2021. Donc, je ne sais pas si Aurore, Gauthier voulez réagir. Sur le marché, ça, je laisserai Gauthier évidemment répondre. Après, ce qui est certain, et moi, c'est aussi pour ça qu'on m'a demandé d'être rapporteur sur ce titre-là, parce que je suis dans la commission des affaires culturelles et rapporteur sur le projet de l'audiovisuel. Donc, il y avait évidemment aussi une question qui était à la fois, est-ce qu'on n'est pas en train, encore une fois, de renforcer des asymétries réglementaires qui existent déjà et qui sont puissantes entre les médias traditionnels et les GAFA. Deux, est-ce qu'on prend le risque de couper des recettes publicitaires pour nos médias, ce qui aura un impact évident en matière demain de pluralisme de l'information, ce qui n'est pas un sujet totalement anodin dans une démocratie, et aussi de financement de la création audiovisuelle et cinématographique, encore une fois dans un contexte de rétractation du marché publicitaire très fort en 2019 et heureusement un peu moins violent en 2020. Ce qui est certain, c'est qu'on a des typologies de médias qui sont et de dépendance en vérité à certains annonceurs qui sont extrêmement différentes. Par exemple, sur le secteur automobile qui a beaucoup occupé nos débats, on savait qu'aller plus loin sur des interdictions sur le secteur automobile, c'était un risque extrêmement conséquent qu'on faisait prendre, notamment à la PQR ou à la radio. On a moins de dépendance sur d'autres typologies de médias, mais on sait que là, typiquement, sur ces secteurs-là, on venait clairement annihiler une grande part de leurs recettes publicitaires, alors que la PQR et la radio sont déjà les médias les plus fragiles qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, c'est encore une fois cet équilibre-là qu'il a fallu tenir, mais je pense qu'ils ont un vrai sujet, ils le savent bien, de toute façon, dans leur modèle de financement, de trop grande dépendance à certaines typologies d'annonceurs. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir la trajectoire des publicitaires. Parce que souvent, on a la tentation de nous dire, en fait, si on interdit, c'est pas grave, vous allez avoir une recomposition du marché publicitaire. Ces choses ne se passent pas comme ça. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez interdire la publicité pour certains types de produits que tout de suite, le même annonceur va pouvoir se reporter sur d'autres. Enfin, malheureusement, le déport, il se compense pas de cette manière-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est que vous avez aujourd'hui environ 10-12% du marché de vente automobile en France qui est sur de l'hybride rechargeable ou électrique, mais c'est déjà une pub télé sur 2. Donc, en fait, ce glissement-là, par contre, en faveur justement de la promotion de véhicules qui sont clairement moins polluants et plus vertueux en matière environnementale, il s'est déjà opéré. Si on n'avait pas eu, par exemple, cette dynamique-là, probablement qu'on aurait été plus sévère aussi dans la loi. C'est aussi parce qu'on voit ces dynamiques à l'œuvre et qu'on voit qu'elles ne vont que se renforcer qu'on a aussi accepté d'être dans une logique de plus de confiance et de co-régulation avec le secteur. Gauthier ? Je pense que de toute façon, il ne faut pas, je n'opposerai jamais à un moment les enjeux de la publicité et de son rôle et de son levier sur la transition écologique à l'enjeu de l'économie des médias. Il faut savoir gérer les deux. La publicité doit participer à la transition écologique. La publicité doit, de l'autre côté, avoir une place reconnue, une utilité reconnue dans le financement des médias, dans l'accès à une information de qualité libre et d'éviter les fake news et donc d'honorer, de payer le travail des journalistes et de protéger la démocratie. Je resterai sur un point qui est il ne faut pas sous-estimer à un moment la capacité de changement justement du monde d'après et de générer des nouveaux usages, des nouvelles formes de publicité et donc de financement des médias. Il ne faut pas non plus sous-estimer la capacité des médias de se transformer et donc, je l'espère pour eux, aussi d'avoir de nouveaux leviers de monétisation de leurs audiences et donc tout simplement de pouvoir peut-être être de temps en temps moins dépendant de la publicité. Le monde, c'est un monde de progrès. Heureusement, on est rarement dans un monde de recul. Donc oui, aujourd'hui, c'est vrai que il y a plusieurs barrières qui sont mises sur les médias par rapport à la publicité, mais je peux penser aussi aux dernières recommandations de la CNIL, etc. Il y a des risques, il y a des barrières. Maintenant, il ne faut pas toujours à un moment
crier, faire gémir et pleurer dans les chaumières en disant tout va mal. Il y a aussi un moment une logique de progrès. Et donc, il faut que les médias se transforment. Et je pense que beaucoup de médias se transforment. Le travail qu'a fait la presse est spectaculaire sur ces 15 dernières années. Le travail aujourd'hui qu'engagent les afficheurs est, je pense, vraiment extrêmement structurant et fort pour pouvoir générer de nouvelles audiences, pour pouvoir tout simplement donc gérer une nouvelle monétisation et donc de garantir des informations de qualité ou véhiculer évidemment des messages de qualité. Il faut juste à un moment, c'est un calendrier qu'il faut travailler. Donc, et je pense que ce calendrier, il faut l'inscrire tout simplement dans une trajectoire. Mais la publicité, elle est utile aux médias pour protéger sa démocratie. Certes, elle est dangereuse. Moi, le seul point qui est mon point d'attention, c'est de faire très attention justement à l'équilibre entre les médias français et les médias internationaux. C'est-à-dire que les lois, que les projets, etc., favorisent un écosystème dans son ensemble, protègent un écosystème que l'on connaît, soit de temps en temps régulatrice de ce qu'il faut être, parce qu'il faut de temps en temps réguler, mais ne favorise pas à un moment un écosystème ou un média par rapport à un autre. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est de ne pas créer d'asymétrie entre les médias. Ça, c'est le risque aujourd'hui de faire qu'il y ait une fuite d'investissement publicitaire d'un média vers un autre, et donc, comme on en parle souvent, malheureusement, plus vers les GAFA et moins vers l'ensemble des médias français. On arrive au terme de cette réunion, on a déjà dépassé 3 minutes. Je vais peut-être vous proposer de conclure rapidement cette discussion. Je laisserai Aurore Berger peut-être terminer. Donc, on va commencer par Thierry Libard. Oui, merci. Alors, trois points, comme quoi les études à Sciences Po et les notes de synthèse en 3 points, ça marque et ça reste quelques années après. Premièrement, il faut juste, il est clair, et Aurore Berger le sait plus que tout le monde, c'est-à-dire le projet de loi, il fait beaucoup de déceptions. Mais il faut dire que d'abord, il a été traité dans des temps très resserrés et que la Convention citoyenne sur le climat avait mis la barre très haut. Et il faut prendre en compte, parce que là, on vient de parler du financement des médias, c'est qu'on est dans la plus mauvaise période pour parler de ce sujet. Je crois que l'an dernier, on est à moins 20% de recettes publicitaires. C'est juste prendre en compte aussi ce dont on parle. Les plus anciens comme moi ont toujours en référence un magazine formidable il y a 20-30 ans, qui était le magazine Actuel, qui est mort justement à cause des restrictions de publicité, parce qu'il vivait beaucoup, malheureusement pour lui, de publicité alcool et tabac. Donc voilà, c'est un sujet qui est pas négligeable. Deuxièmement, il y a une vraie dynamique qui est en train de se mettre en place. Je crois qu'il faut le reconnaître. Moi, je suis toujours un peu sceptique sur les engagements, mais ce que je vois, c'est que tous les partenaires de la publicité, de Entreprises pour l'environnement, à l'Union des marques et son travail sur l'imaginaire des publicités, à ce que fait l'ACC avec son label, avec ce qu'ils viennent de mettre en place pour l'enseignement, etc. C'est juste remarquable. J'ai trouvé vraiment très bien l'Union pour la publicité extérieure, parce qu'ils ont pris des engagements que je trouve très concrets, parce que c'est sur des trajectoires, il y a des échéances, il y a un réel tableau de bord, donc tout ça, ça fait partie des points importants. Et puis le troisième point qui rejoint mon deuxième, c'est que je crois, et avec Jérôme Guibert, avec qui j'avais co-rédigé le rapport publicité transition écologique, on demandait la création d'un organe central de contrôle. Parce que là, et vous l'avez vu dans les discussions, le sujet, il est écartelé entre le ministère de la Transition écologique, entre Bercy, entre le ministère de la Culture. Il n'y a pas de vraie vision. Et qu'à partir du moment où on voit tout le monde prendre des engagements, je trouverais assez intelligent qu'il puisse y avoir un organe un peu de contrôle de toutes les mesures, de tous les engagements, et que ce ne soit pas un jeu de lobbying entre ministères, parce qu'on sait que dans ce monde-là, c'est quand même souvent très cloisonné, c'est souvent des conflits, qu'il puisse y avoir un organe un peu de contrôle qui puisse tracer une vraie feuille de route, parce que le vrai débat sur le sujet publicité et transition écologique, il reste à construire. Merci. Gauthier. Je pense qu'on est vraiment au début, à un moment du chemin, même si ça fait 1 an qu'on est tous dans des débats intenses. Je pense qu'on est en train d'écrire un vrai changement en profondeur et de passer de mots à des actes forts. On va construire sur ce qui a déjà été fait par le passé. Il y a beaucoup de choses qui ont été très bien faites et beaucoup d'acteurs qui se sont déjà engagés par le passé. Là, l'objectif, c'est de passer à des actes qui fédèrent l'ensemble des industries.
Maintenant, il va falloir, plutôt que les déclarer, il va falloir prouver. Pour prouver, il faut rendre les choses quantifiables, mesurables, contrôlables. Et donc, pour ça, mettre les bonnes gouvernances en place et de faire que lorsque l'on quantifie, mesure et contrôle, voire sanctionne, on le fasse non pas dans un entre-soi, mais qu'on le fasse dans une ouverture qui intègre les citoyens qui ont fait un travail formidable dans la Convention citoyenne, les ONG, etc. Moi, je pense qu'il faut accepter la controverse. Il faut accepter que certains voient la publicité, et je l'entends comme étant un moment un pollueur de la planète, et il faut l'entendre, pourquoi pas, je ne suis pas d'accord, mais je peux l'entendre, comme moi, je pense qu'il faut nous entendre que la publicité est un formidable levier de la transition écologique si elle se transforme, si à un moment elle participe à promouvoir de nouveaux usages, si elle participe à favoriser des nouveaux comportements. Je pense que tout simplement, tout ce travail qui a été mené, de la Convention, de la loi, des discussions avec l'ensemble des parlementaires, pas que le gouvernement actuel, on a beaucoup discuté aussi avec Mathieu Orphelin, avec Aurore, avec tous. L'objectif, c'est de passer plus d'une logique citoyenne qu'une logique industrielle. Il faut juste trouver la bonne balance entre les intérêts essentiels qui sont ceux du climat et puis des intérêts d'une justice sociale, parce qu'il faut les reconnaître. On ne peut pas à un moment toujours vouloir tout interdire, tout arrêter, juste en se disant qu'on va à un moment regarder qu'un prisme. Moi, je suis confiant. Maintenant, il faut se donner des rendez-vous fermes. Il y a des rendez-vous de 2021, il y a des rendez-vous de 2022, il y aura ceux de 2025 et de 2030. Mais on a besoin de la publicité pour à un moment informer et faire des changements d'usage et de comportement. Aurore, vous avez le mot de la fin. Je vais essayer en tout cas, et ravie d'avoir retrouvé aussi les alumni dont je fais partie, promo 2009, donc ravie en tout cas de cet échange. Je crois que de toute façon, la question de la transition écologique, elle ne se fera pas contre. De la même manière qu'elle ne se fera pas contre les industriels ou contre les agriculteurs ou contre les Français, il ne faut pas oublier que pourquoi on donne mandat à la Convention citoyenne pour le climat? On donne mandat à la Convention parce qu'au départ, on avait quand même le stigmate de la taxe carbone. Et donc, d'avoir eu une mobilisation extrêmement puissante d'une grande part de la société française contre une action qui était menée de manière juste sur les enjeux de l'impact environnemental, mais qui était ressentie de manière extrêmement violente par une grande part de la société qui considérait que la question écologique ne pouvait pas se résumer à plus d'interdictions ou plus de taxations parce que les Français n'en avaient pas les moyens. Donc, on avait quand même au départ ce stigmate-là. C'est pour ça que quand on donne mandat à la CCC, quand le président de la République donne mandat à la CCC en disant c'est à la fois la garantie d'une trajectoire carbone et moins 40% d'émissions d'ici 2030 et dans une logique de respect de la justice sociale, il faut bien qu'on appréhende ces deux jambes-là. Et ce n'est pas l'une au détriment de l'autre. On ne peut pas se dire que la transition écologique, elle se fera encore une fois contre certaines catégories de Français. Et je crois que c'est la même chose sur le débat qu'on a ce matin. La transition écologique, elle ne se fera pas contre celles et ceux qui doivent être demain non pas un obstacle à cette transition, c'était la question initiale que vous posiez, mais des alliés de cette transition, parce qu'encore une fois, à partir du moment où l'objet même de la publicité est de prescrire des nouvelles tendances et de créer, d'anticiper sur nos désirs, justement, eh bien, il vaut mieux que ça corresponde à ce qui est bon en matière environnementale. Et donc, l'exigence qu'on pose dans la loi, c'est à la fois un champ d'interdiction nouveau et qui n'est pas négligeable pour celles et ceux qui vont être directement impactés tout de même. Je voyais beaucoup de questions sur le chat sur la question du gaz naturel, mais parce que, encore une fois, on va vraiment l'interdire sur l'ensemble des énergies fossiles. En même temps, c'est vrai, c'est beaucoup plus d'outils, de mesures, de contrôle et de transparence, c'est-à-dire faire en sorte que les Français, les citoyens et les consommateurs, les ONG, les associations aient enfin la capacité à pouvoir vérifier, mesurer ce qu'on va mettre en œuvre et ce qu'on va déployer, tant au niveau de la loi que ce qu'on va déployer parce que les entreprises vont le faire. Et s'il n'y avait pas eu, il faut être aussi honnête, la pression de la CCC et la pression de ce projet de loi, probablement qu'un certain nombre de filières n'auraient pas pris les engagements qu'elles ont pris. Donc maintenant, ces engagements, ils ont été pris en présence de plusieurs membres du gouvernement, ils ont été pris devant les parlementaires, ils vont être contrôlés, mesurés, encadrés par la loi. Et s'ils ne sont pas respectés, une nouvelle loi pourra tout à fait mieux encadrer, y compris interdire, si jamais, encore une fois, il n'y avait pas eu cet engagement extrêmement puissant. Moi, je crois vraiment que cet équilibre, il est bon en matière environnementale, il est bon en matière de justice sociale, il est bon sur les questions aussi d'emploi et d'attractivité de ce secteur, et que c'est l'intérêt même du secteur
que d'accepter encore une fois d'être un allié de la transition écologique. Si jamais il ne l'était pas, alors la loi pourrait à nouveau agir en tout cas. Ok, merci. On a bien compris ce qui était deux mots forts, transparence, confiance, mais aussi régulation et contrôle. Merci encore à tous les trois d'être intervenus aujourd'hui. Aurore, à un moment donné où c'est assez dense, je suppose, pour vous ces semaines. Donc, merci beaucoup. Et puis, je remercie l'ensemble des participants et puis Sciences Po Alumni. La prochaine conférence sera consacrée à l'emploi dans le secteur de la communication. Donc voilà, je vous remercie à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.